Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 354e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OPA Magazine. OPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, l'économie, le droit, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 354e édition, nous avons retenu pour thème interprétation texte de loi, quelles limites? Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir de partager le plateau avec, je dirais, un des membres du corps des consultants nationaux bénévoles, c'est-à-dire des professionnels qui, dans le domaine de leurs compétences, interviennent pour éclairer le public sur des questions relevant de leurs compétences. Eh bien, je veux citer Maître Napoléon Auture, qui se passe une relation. Maître Auture, bienvenue à notre émission. Merci de l'invitation, Maître Payan. C'est toujours un plaisir pour moi de partager cet espace avec vous, au fin de partager ma lecture, mon éclairage sur des questions juridiques, bien entendu, relevant de ma compétence, de mon domaine de fonctionnement. Donc, je profite de l'occasion également pour saluer tous les membres et personnels de la station, puisque sans ces techniciens-là, nous ne serons pas dans l'air. Donc, merci encore pour l'invitation. Et merci d'être venu. Et si on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur l'activité de l'ordre des comptables. L'ordre des comptables reçoit les inscriptions en son local au numéro 17 de Ariel Bossan pour accueillir de nouveaux membres. Les inscriptions sont reçues de 9h à 4h PM, ceci tous les jours ouvrables. L'ordre organise aussi des séminaires de formation pour ses membres dans le cadre de la formation continue, une des exigences de l'IFAC. L'ordre organise aussi des conférences qui sont ouvertes au grand public, aux étudiants, aux chercheurs particulièrement. L'émission du jour aussi vous rappelle qu'au cours de ce mois, vous avez l'obligation, en tant qu'employeur, de prélever à titre de matricule fiscale 1000 goudes sur chaque employé. Donc, au cours du mois d'octobre, eh bien, tous les employeurs, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, eh bien, ils doivent prélever 1000 goudes sur chaque employé au titre de matricule fiscale. Cependant, pour les journaliers, eh bien, le matricule est de 250 goudes. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, le thème de l'émission, interprétation des textes de loi, quelles limites? Dès qu'on parle de loi, on voit en tout premier lieu les hommes de loi, on voit les juges, on voit les tribunaux, on voit, je dirais, toute cette structure et, pourquoi pas, les usagers. Donc, c'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à cette émission en faisant appel, je dirais, à une compétence de la matière qui s'est rendue disponible pour partager avec vous, eh bien, dès qu'on parle de loi, de quoi on parle? Est-ce qu'il y a une hiérarchie au niveau, je dirais, des normes, pas vrai, de façon à ce que le public puisse bien comprendre ce qu'est la loi et comment on peut lire une loi? Maître Auture. Bien. Je fais appel à un grand auteur qui s'appelle Hans Kelsen, qui a développé le principe de la hiérarchie des normes. Cet auteur avait
une vision verticale du système normatif, par exemple, d'un pays. C'est que selon sa vision, selon sa lecture, selon sa pensée, il y a différentes catégories de textes et il y a des textes qui sont supérieurs à un autre. Donc, il avait, si vous voulez, une vision pyramidale du système normatif, du système juridique d'un pays. C'est ainsi, en tête de la pyramide, il a parlé de la Constitution, que nous considérons en Haïti comme étant la norme fondamentale. C'est la norme des normes. Donc, c'est la Constitution comme texte qui se trouve au sommet, au plus haut sommet de ce que Hans Kelsen appelle la hiérarchie des normes. Après la Constitution, on a les traités, puisque d'après la Constitution de 1987, amendée, les traités internationaux et accords internationaux, une fois ratifiés par la République d'Haïti, font partie de notre loi interne et abrogent les lois internes. Donc, après la Constitution, on a les traités et les accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution par la République d'Haïti. Ensuite, on a la loi. La loi que l'on peut définir comme étant l'expression de la volonté du législateur. L'expression de la volonté écrite du législateur. Lorsque nous parlons du législateur, nous voyons en tout premier lieu le Parlement, puisque c'est le Parlement qui a presque une compétence exclusive, je dirais, pour voter, pour doter le pays des textes de loi. Après, disons, la loi, on a le décret, chez nous, que l'on appelle les décrets-lois. Donc, c'est une catégorie de textes qui ont la valeur de loi, qui ont une valeur légale. Mais bien entendu, je dois dire que la Constitution haïtienne interdit des décrets-lois. Parce que il y a un article qui dit que le Parlement prend des textes sur tout ce qui est d'intérêt général. Donc cela signifie il revient au Parlement de prendre tous les textes, puisque les textes de loi a une portée générale, a un caractère impersonnel. Ça concerne tous les citoyens et toutes les citoyennes. Donc c'est le Parlement qui est là pour doter le pays des textes de loi selon la Constitution de 1987. Lors même qu'un pouvoir exécutif, nous pouvons parler par exemple d'un pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir central de l'État, aurait pris des textes à caractère législatif, des textes à caractère légal, en référence à cette Constitution, à cette disposition constitutionnelle, il faut que ces textes-là reçoivent la bénédiction du Parlement pour qu'ils deviennent effectivement des textes de loi. Maintenant, après décret-loi, on a par exemple l'arrêté. L'arrêté peut être une catégorie de textes de loi de la pyramide qui vient après les décrets-lois. Et ensuite, on a les circulaires, les communiqués, les instructions. Voilà comment, en peu de mots, on pourrait présenter ce que M. Hans Kelsen a développé sous la rubrique de hiérarchie des normes. Autrement dit, les normes ne sont pas vraiment horizontales. Donc, ne sont pas horizontales. Donc, il y a une différence entre les normes. Il y a un degré de supériorité attaché aux normes régissant, disons, un pays. D'accord? Donc, c'est en gros, voilà comment on peut présenter le principe de la hiérarchie des normes, comme nous l'avons dit, développé par Hans Kelsen. Très bien. Donc, lorsque vous parlez de cette pyramide-là, lorsqu'un pays
est partie prenante d'une convention d'un accord, automatiquement, les dispositions de cet accord influencent son droit interne. Exactement. Non seulement influence, une fois ratifié dans les conditions prévues par la Constitution, puisque ces textes-là doivent être soumis, disons, au Parlement, d'accord, le Parlement qui va ratifier ces textes-là. À partir de cette ratification, ces textes-là feront l'objet d'un décret de publication dans le journal officiel. À partir de ce moment-là, Haïti est lié par cette convention, par ce traité qu'il vient de signer, et ce texte-là, ce traité-là, cet accord international-là fait partie du droit interne du pays et abroge les textes qui lui sont, les lois qui lui sont contraires. Donc, ces textes-là font partie du droit interne, je dirais. Très bien. Alors, puisque nous parlons d'interprétation du texte de loi, alors, dans le langage de la pratique, on parle aussi de doctrine, on parle de jurisprudence. Vous pouvez faire la lumière pour nous sur ces deux concepts. C'est bien. Il y a encore un fameux auteur qui s'appelle Jean-Louis Dergel qui a dit que l'interprétation est née sur le genou de la doctrine. Autrement dit, la doctrine se sert la doctrine a un grand intérêt pour, disons, la jurisprudence. Un grand intérêt. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'interprétation d'un texte de loi? Vous savez, Maître Payan, d'ailleurs, il y a un débat, même au plan mondial, surtout en Europe, qui se matérialise dans le cadre sous forme de dénonciation de ce qu'on appelle inflation législative. Il y a certains auteurs qui vont jusqu'à parler de crise de la loi, crise législative, puisque à longueur de journée, les pays se sont bombardés de textes. Donc, dans ces flots, dans ces flux de textes, il peut y avoir des contradictions, il peut y avoir des incohérences, il peut y avoir un manque de coordination dans ce texte-là. À ce moment-là, tout naturellement, ces textes-là doivent être interprétés. Et je dirais que l'interprétation est inhérente à la loi. Et c'est une nécessité permanente à la loi. Surtout quand on va l'appliquer, il faut l'interpréter, puisqu'il y a le texte de la loi, mais quand même, l'énoncé ne vous dit pas tout. Il faut que des spécialistes interviennent pour dégager le sens de la loi, pour donner un sens à la loi, pour enlever tout ce qui est ambigu, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est obscur dans le texte de loi. C'est la raison pour laquelle on va parler de la doctrine. La doctrine, par exemple, ce sont des gens, des spécialistes en la matière qui livrent à l'opinion publique leurs critiques, leur interprétation et comment ils comprennent, disons, les textes. Et ça, c'est très, très, très important. Et l'intervention des doctrinaires dans l'interprétation des textes de loi est très importante parce que ça peut permettre, par exemple, au législateur, ça peut influencer le législateur. Cette doctrine-là peut porter le législateur à corriger ces textes de loi. C'est peut-être bien malheureux et en Haïti, il n'y a pas assez de doctrinaires. On n'écrit pas assez. Et donc, quand, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui interviennent pour interpréter, pour critiquer, pour donner leur pensée, leur opinion sur des textes de loi, donc c'est comme si, disons, le système juridique ne va pas avancer puisque les doctrinaires participent à l'évolution du droit par leur critique. Ça permet quand même d'innover, ça permet de corriger. Donc, c'est d'une importance capitale. Et ensuite, maintenant, deuxième catégorie des acteurs qui interprètent le texte de loi, c'est la doctrine, et disons l'administration. L'administration, surtout en matière fiscale. En matière fiscale, bon, d'ailleurs, c'est peut-être quand on parle de la fiscalité en Haïti, on parle du pouvoir fiscal,
Donc c'est tabou, c'est sorcier, et parfois même les praticiens en droit, ils emploient quelqu'un pour régler ses affaires fiscales. Parce que on a estimé que c'est très sorcier, c'est vraiment difficile à comprendre. Donc, le plus souvent, on a recours à un spécialiste pour régler vos affaires fiscales. Donc, c'est que en matière fiscale, il n'y a pas vraiment beaucoup de doctrine. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour signaler un ouvrage que vous avez écrit qui est vraiment éclairant et qui m'a renseigné, qui m'a donné beaucoup de choses. C'est l'administration fiscale et le contentieux de l'impôt. Donc, je recommande personnellement la lecture de ce petit ouvrage, puisqu'il nous a donné beaucoup d'informations sur le contentieux fiscal et même sur la fiscalité en Haïti. Donc, à part vous qui avez écrit et peut-être qui faites des interventions en matière fiscale, à part il y a peut-être des docteurs comme Gélin Icolo et il y a d'autres professeurs. Mais la matière reste et demeure l'affaire des spécialistes. Alors que quand on parle de fiscalité, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de la collectivité. Puisque quand nous parlons de la fiscalité, nous voyons l'ensemble des prélèvements opérés par l'État, justement pour faire fonctionner l'administration, pour faire fonctionner l'État d'une manière générale. Donc, et c'est ça, c'est que l'interprétation des textes de loi, nous avons dit que les textes de loi sont interprétés, par exemple, par les doctrinaires, et comme vous d'ailleurs, qui écrivez sur la matière. Maintenant, il y a les avocats également qui interprètent les textes de loi. Mais l'interprétation faite par les avocats, c'est une interprétation intéressée. Parce que les avocats tombent dans la catégorie des gens qui portent, surtout au tribunal, la parole pour leurs clients. Donc, c'est très, très, très intéressé. Mais quand même, les avocats sont des catégories de professionnels qui participent également à l'évolution du droit. Et ensuite, on a vu, par exemple, les textes de loi peuvent être interprétés par le juge. Ça, c'est tout naturellement, puisque comme les textes de loi ne sont pas toujours clairs, et lors même que l'on pense qu'un texte de loi est clair, pour dire qu'un texte de loi est clair, il faut l'interpréter. Donc, l'interprétation des textes de loi par le juge est une nécessité, est une obligation. Le juge est tenu, malgré lui, d'interpréter les textes de loi, justement, pour pouvoir l'appliquer à des situations bien particulières. Et ensuite, on a l'administration. L'administration également peut interpréter les textes de loi. Mais surtout, l'administration intervient justement pour interpréter les lois fiscales sous forme de circulaires, sous forme d'instructions, pour permettre, par exemple, aux agents fiscaux d'appliquer, d'exécuter, disons, les textes de loi. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui a trait à la doctrine et l'interprétation des textes de loi. Très bien. Alors là, il faut mentionner aussi qu'il y a le président Privert, l'ex-président Privert, qui a aussi une publication en matière fiscale aussi. Oui. J'allais, au moment où j'allais le citer. Ça, on a ça également. Très bien, parfait. Alors, vous marquez, donc, la doctrine, c'est l'opinion. L'opinion des auteurs. La doctrine, c'est aussi l'opinion d'administration, l'étude de l'administration. Et la jurisprudence, pour vous répéter, c'est, je dirais, l'interprétation du juge. Oui, alors, et si vous permettez, Maître Payan, quand on parle de jurisprudence, la jurisprudence est toujours plurielle, puisqu'il faut qu'il y ait au moins 2 décisions. Cela va me permettre de dire que la jurisprudence est constituée par un ensemble de décisions rendues par les tribunaux dans un sens similaire. De manière constante. Alors. De manière constante. Voilà pourquoi on m'a même parlé de jurisprudence constante. Cela signifie, pour un cas bien déterminé, à partir de la consultation, de la documentation jurisprudentielle, on peut présumer dans quel sens le juge va décider. Et on se sert de la jurisprudence pour rappeler, par exemple, nous les professionnels, nous invoquons toujours la jurisprudence pour rappeler au juge que la Cour suprême, à savoir la Cour de cassation, qui est notre Cour suprême,
La Cour de cassation a décidé dans tel sens. Et, comme nous venons de le dire, la Cour de cassation coiffe le système juridique haïtien. Bien que, et pas seulement l'ordre juridictionnel, parce qu'il y a vraiment un débat en Haïti en ce qui a trait, est-ce que nous avons vraiment un ordre juridictionnel dualiste ou bien un ordre juridictionnel moniste? Là, c'est tout un débat. Parce que dans les autres pays, surtout un pays comme la France, on a par exemple deux ordres juridictionnels nettement séparés, puisqu'on a par exemple l'ordre juridictionnel administratif qui est coiffé par le Conseil d'État. D'accord? Autrement dit, en matière administrative, la dernière décision sera prise par le Conseil d'État. Après ça, c'est fini. Maintenant, on a, par exemple, la Cour de cassation française. La Cour de cassation, elle joue le même rôle, un rôle de régulateur en matière de droit, comme le Conseil d'État. Et la Cour de cassation coiffe, par exemple, l'ordre juridictionnel, judiciaire, si vous permettez. Tandis qu'en Haïti, nous avons une seule Cour de cassation qui coiffe et l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre juridictionnel judiciaire. C'est parce que au niveau de l'article 200.2 de la Constitution, si ma mémoire n'est pas défaillante, c'est que les arrêts rendus, par exemple, la Cour supérieure des comptes, qui font partie, qui est un tribunal de droit commun en matière administrative, en matière de contentieux administratif en Haïti, les arrêts que la Cour rend font l'objet d'un recours en cassation. Voilà pourquoi la Cour de cassation haïtienne coiffe et l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre juridictionnel judiciaire. Donc ici, c'est comme si nous avons un ordre juridictionnel, disons, atypique, qui est propre à nous. Donc c'est peut-être notre singularité, mais il y a des débats que l'on est en train de faire justement pour obtenir la séparation nette de ces deux ordres juridictionnels. Mais quand même, comme j'ai toujours dit ça, et c'est ma position, c'est que quand même, à doter le pays de deux ordres juridictionnels doit passer inévitablement par l'amendement de la Constitution. Très bien. Maître Lauture, puisque nous parlons d'interprétation du texte de loi, il y a un côté, je dirais, subjectif. Qu'il s'agisse de l'auteur ou des auteurs, qu'il s'agisse de l'administration, qu'il s'agisse des pratiquants en droit. Mais comment arrêter, comment freiner, qu'est-ce qui est la limite de la subjectivité au niveau de l'interprétation des textes de loi? Alors, je commence par dire que la subjectivité n'a pas de limite. Qu'est-ce qui va freiner ma subjectivité? Autrement dit, il y a des praticiens en droit. Je dis qu'il y a l'intégrité aussi. Oui, il y a l'intégrité. Normalement, il y a des principes de loyauté et des principes d'éthique qui caractérisent, disons, l'exercice de cette profession des hommes de loi, qui caractérisent la communauté juridique. Et en parlant de la communauté juridique, je fais appel en tout cas aux avocats, aux juges, aux notaires, aux notaires, et aux huissiers, greffiers, tout, aux greffiers également, puisque ce sont ces gens-là qui forment la communauté juridique. Alors, c'est que des fois, moi, dans le cadre de l'exercice de ma profession d'avocat, l'interprétation des textes de loi représente pour moi une véritable anarchie. Anarchie parce que d'un texte, je peux avoir mon interprétation et j'interprète le texte en fonction de mes intérêts, surtout comme avocat. Vous comprenez? Parce que l'interprétation n'a pas vraiment un caractère fondamental. Autrement dit, on fait l'interprétation pour la communauté. Non. Le plus souvent, mis à part, par exemple, l'interprétation que l'administration peut faire, c'est tout à fait normal, on peut comprendre ça. Et ce n'est pas une interprétation intéressée, comme nous autres avocats. Donc, un texte peut être l'objet de multiples interprétations. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'interprétation des textes soit uniforme. Non. Donc, chaque intervenant
chaque avocat, chaque personne qui va interpréter le texte de loi, l'interprète à sa manière. Oui, tout à fait. Maintenant, et c'est la raison pour laquelle, sauf même le juge, mis à part, par exemple, la jurisprudence, par exemple, quand la Cour de cassation se prononce dans le même sens, dans le cadre de faits assimilables, de cas particuliers, et les décisions de la Cour la position de la Cour des comptes par rapport à une question fait autorité. Et c'est la raison pour laquelle nous autres avocats, quand par exemple nous interprétons dans le cadre des affaires qui nous sont confiées par nos clients, donc dans le cadre de nos écrits, de nos écritures, dans le cadre de nos plaidoiries, on fait toujours appel à la jurisprudence, on évoque toujours la jurisprudence parce que la jurisprudence fait autorité, contrairement à la doctrine. Et l'autorité de la jurisprudence donc est supérieure par rapport à celle de la doctrine. Puisque on fait beaucoup plus confiance avec la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions rendues par la Cour de cassation dans un cadre par rapport à un fait bien déterminé. Donc, la jurisprudence fait autorité. Mais la doctrine, comme je vous dis, c'est un lieu, c'est un champ où chacun donne sa pensée. Donc maintenant, bannir la subjectivité au niveau de l'interprétation des lois me paraît un peu... Non, comment limiter? Donc ça, c'est le juge, pratiquement. C'est comme si maintenant, en ce qui a trait aux avocats, aux autres catégories de personnels qui vont interpréter le texte de loi, peut-être que c'est à vous de vous donner une limite. Mais quand il s'agit du juge, le juge, lui, quand il interprète le texte de loi, il interprète le texte à la lumière des faits. Puisque, quelle est la vision du juge? Pourquoi le juge interprète le texte de loi? Il l'interprète justement pour l'appliquer à un fait, au fin de rendre une décision, de trancher un litige opposant deux parties dont il n'a pas intérêt, lui. Il n'a pas intérêt. Et le juge, pour moi, il peut se tromper. D'ailleurs, se tromper est humain. Mais quand même, quand le juge interprète le texte de loi, il l'interprète à la lumière d'un cas qu'il est appelé à trancher, un cas sur lequel il est appelé à rendre une décision. Très bien. Sur ce, on prend une pause. On vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 354e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, Okpa Magazine. Émission qui a pour thème de l'interprétation des textes de loi, quelles limites? Notre invité, Maître Napoléon Lauture. Maître Lauture, pour la première partie de l'émission, vous avez parlé d'arrêtés, de circulaires, de communiqués. Mais quel est le poids de ces éléments-là dans l'interprétation des textes de loi? Et maintenant, quand on prend par exemple les circulaires, surtout en matière fiscale, ça permet, disons, aux contribuables de savoir de quoi il en est. Par exemple, la fiscalité, il y a un ensemble de règles régissant la fiscalité. Maintenant, comme je viens de le dire, il y a très peu de doctrines, disons, en la matière, il y a très peu d'écrits. Donc, l'administration se charge, et le plus souvent, même par des émissions de radio, d'accord, d'expliquer et de prendre des circulaires et de les expliquer au fin de permettre aux contribuables de savoir de quoi il en est. C'est-à-dire comment ils doivent se comporter, c'est quoi pourquoi on a pris le type d'impôt, comment, et surtout les circulaires non seulement sont destinés aux contribuables, mais ils sont destinés également aux agents fiscaux, puisque ça peut éviter toutes sortes d'abus, vous comprenez? Mais maintenant, ce qui est important, et c'est un point capital, c'est que, bon, d'une manière générale, l'administration, nous parlons de l'État d'une manière générale, l'administration croit toujours avoir raison. Alors qu'à la tête de l'administration, nous avons l'administration. Est-ce que ça existe? Ça existe maintenant. Et on parle de l'existence de l'administration, c'est parler de tous ces gens-là
des autorités administratives qui font marcher l'administration. Donc, quand on parle d'administration, on ne voit pas l'administration vraiment. Qu'est-ce qu'on voit? Quand on va à la DGI, quand on va à la DGI, on voit un bâtiment, et puis il y a des gens. Et c'est ça de l'administration. Donc, et l'administration croit toujours avoir raison. Mais, comme ce sont des gens, des êtres humains qui décident au nom de l'administration, qui animent la vie administrative, qui font marcher l'administration, donc ces gens-là peuvent commettre des erreurs. Maintenant, quand l'administration fait une mauvaise interprétation par rapport à un texte de loi, par exemple, par rapport à un texte de loi fiscale, maintenant, le contribuable, le justiciable n'est pas privé et de toutes sortes n'est pas privé de recours. Donc, il peut, par le recours, le contribuable quand même peut a la possibilité de contester la décision de l'administration au fin de faire valoir son droit, au fin d'obtenir la correction si jamais on est en matière fiscale. Par exemple, il y a deux types de recours. Il y a un recours qu'on appelle par exemple le recours administratif et ensuite il y a le recours juridictionnel. Le recours administratif, par exemple, quand vous êtes dans la douane, par exemple, vous êtes dans la douane et que vous êtes en train de débarquer une marchandise, maintenant la douane vous taxe. En tout cas, il faut dire qu'il y a deux institutions en Haïti qui perçoivent pour l'État, c'est l'administration de la douane et puis la DGI. Maintenant, vous êtes à la douane. On prend une décision comme instant de liquidation, on dit que vous devez payer tant. Vous estimez que l'administration de la douane a fait une mauvaise interprétation, du moins, le montant de la liquidation n'est pas correct. Vous pouvez contester, disons, le montant, la taxation. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous adresser à l'instance de liquidation. D'accord? C'est ce qu'on appelle le recours gracieux. Maintenant, cela signifie vous retournez devant la personne qui a liquidé le montant, devant l'instant de liquidation. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, avec, par exemple, la décision rendue par l'instant de liquidation, maintenant, vous présentez devant, disons, son autorité supérieure, devant le supérieur hiérarchique. C'est ce qu'on appelle maintenant recours hiérarchique. Le recours hiérarchique est un recours exercé par le contribuable, par le justiciable, devant le supérieur hiérarchique de l'autorité qui a pris la décision initialement. À ce moment-là, on peut se rendre devant la Direction générale des impôts, qui est la DG ou bien le ministère des Finances. À ce moment-là, on va décider. Si à ce moment-là, par ce recours hiérarchique qui s'articule autour du recours administratif, qui comporte deux parties, recours gracieux et recours hiérarchique, malgré tout, vous n'êtes pas satisfait, vous estimez que la loi a été mal appliquée et que vous n'êtes toujours pas d'accord, à ce moment-là, vous allez exercer un recours juridictionnel, un recours contentieux. Et à ce moment-là, vous allez saisir, par exemple, une instance qui a compétence en la matière, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais, je dois profiter de l'occasion pour signaler que j'ai déjà 12 ans à la Cour des comptes. 12 ans, et je travaille à la Cour des comptes comme fonctionnaire. Je n'ai jamais entendu une affaire fiscale. Je n'ai jamais entendu ça. Est-ce que c'est parce que tout se passe bien? Est-ce que c'est parce que tout est toqué? Mais le contentieux fiscal est très, très, très peu développé. Puisque comme nous, il n'y a pas vraiment de contentieux fiscal. Parce que je vous dis, la Cour des comptes, le contentieux fiscal, par exemple, après le recours administratif, qui est un préalable indispensable à la matière. Maintenant, il faut saisir la Cour des comptes. Est-ce que je peux avoir l'impression que tout se règle au niveau des recours administratifs? D'accord? Et que puisque tout se règle au niveau administratif, maintenant, jusqu'à présent, on n'arrive pas à saisir la Cour des comptes, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Donc ça demande une enquête pour déterminer pourquoi à la Cour des comptes, jusqu'à présent, en tout cas avant moi, d'accord, on n'avait jamais eu de contentieux fiscal. C'est-à-dire des citoyens qui viennent contester, disons, le taux d'imposition que l'État leur frappe, que l'État leur inflige. Très bien. Je signale vous, maître Clôture, qu'en cette matière particulièrement, pour que la requête soit recevable par devant la Cour supérieure des comptes,
il faut que le bordereau contesté soit honoré. Voilà, on Dans son intégralité. a l'article 168. Je crois que c'est le 5e alinéa, si je ne me trompe pas, qui prévoit cette disposition. C'est écrit noir sur blanc. Donc, maintenant, on décourage, disons, la contestation. Donc, puisque maintenant, l'article 168 du décret de 2005 sur l'impôt sur le revenu fait exactement obligation aux contribuables de payer par préalable pour que le recours soit recevable devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, statuant en ses attributions, en sa compétence fiscale. Maintenant, le contribuable est découragé. Est découragé. Donc, des fois, il paie malgré lui. Mais le danger qu'il y a, et moi je suis peut-être pour l'abrogation, l'État à ce niveau-là est trop sévère. Est trop sévère. Par exemple, parce que cet article-là, qui subordonne le contentieux fiscal au paiement préalable du montant dû, a un effet psychologique sur le contribuable. Il dit, et d'ailleurs, quand par exemple on a une marchandise à la douane, et pour acheter ces marchandises, des fois, et fort souvent, la personne consent des prêts, l'intérêt augmente. Et passer de recours administratif jusqu'à la Cour des comptes, ça va prendre du temps. Est-ce que maintenant à ce niveau-là, ça ne faciliterait pas toutes sortes de négociations? Donc, voilà pourquoi, eu égard à l'article 168 du décret de 2005, c'est comme si le contribuable, alors même qu'il avait l'intention de contester le taux de l'opposition, mais il dit, il préfère négocier ou bien payer le montant malgré lui, parce que cet alinéa-là, disons, décourage, disons, le fiscal, peut-être pour cette raison, qu'on n'a jamais eu des affaires sous forme de contentieux fiscal à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Très bien. Maintenant, nous parlons d'interprétation du texte de loi, nous disons là qu'il y a, on l'a bien dit, il y a comme une véritable, c'est une rouge bourdonnante, puisque chacun peut avoir son interprétation. Et la limite, c'est, je dirais, on l'a dit, c'est le juge. Les recours facilitent aussi la limite à l'interprétation. Mais quelque part, Maître Dur, est-ce que les recours ne servent pas également, je dirais, de frein, je dirais, à la surabondance d'interprétation? Je le dirais, et je souscris à cette thèse. Quand, par exemple, l'avocat qui interprète les textes de loi en faveur de son client, maintenant, l'avocat donne son interprétation. OK? Mais maintenant, surtout l'administration. Et ça concerne tous les gens qui interprètent les textes de loi. À ce moment-là, quand vous faites une interprétation, il y a un juge qui va apprécier le sens que vous avez dégagé du texte de loi par rapport à votre interprétation. Eh bien, si maintenant l'interprétation que vous faites au regard du texte n'est pas correcte, eh bien, cette interprétation sera tranchée et sera rejetée par le juge. Donc, alors, même que, par exemple, il y a vraiment c'est une rouche bourdonnante pour répéter votre expression à ce qui a trait à l'interprétation, mais il y a un frein. Le frein, c'est le juge. C'est le juge. Bien entendu, nous sommes dans un cercle, je dirais, vicieux, puisque dans le cadre de l'interprétation, on a affaire à l'homme. Jusqu'à la Cour de cassation, il peut y avoir des défaillances, puisque, comme nous venons de le dire, se tromper est humain. D'accord? Personne ne peut s'empêcher de tromper. Ça fait partie de l'ordre humain. Et c'est la raison pour laquelle, à un certain moment de la durée, quand la Cour de cassation, par exemple, dépendamment de l'évolution du temps, dépendamment de l'évolution même du droit, puisqu'il y a une sorte de consubstantialité entre le droit et le temps, c'est là parce que les textes, par exemple, de loi ont une vie. Comme toi et moi, comme vous et moi, par exemple. Par exemple, et c'est la raison pour laquelle, des fois, on abrouille des textes. Puisque, quand, par exemple, le législateur adopte tel texte, il adopte ce texte-là en fonction
de l'évolution de la société, en fonction du degré de développement de cette société, en fonction du degré de développement, du degré économique de cette société, en fonction également de la culture de cette société, puisque à travers un texte de loi, alors je parle des textes de loi bien pris, des textes de loi bien ficelés, pas des textes de loi mal écrits, ça englobe, ça résume l'état de la société. Par exemple, quand vous faites du droit comparé, vous avez des textes de loi, vous remarquez, vous tombez sur des textes de loi qui sont applicables, par exemple, en France, en Belgique ou bien en Allemagne. Quand vous prenez Haïti, vous dites, ces textes de loi-là ne peuvent pas être appliqués en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui vont doter le pays des textes de loi doivent prendre beaucoup d'attention. Parce que vous pouvez prendre des textes et que vous les prenez. Mais ces textes-là sont inapplicables. Donc voilà pourquoi il faut qu'il y ait vraiment un travail minutieux lorsque c'est un travail de professionnels également, quand vous allez adopter des textes de loi. Parce que vous pouvez créer, par exemple, beaucoup plus de dégâts en adoptant un texte quand le texte est mal pris, quand le texte ne tient pas compte, par exemple, de l'existant. Parce que quand vous allez adopter un texte de loi, le texte de loi n'est pas isolé. Le texte de loi va s'insérer dans un corpus, dans le système juridique. Et si le texte de loi, en le prenant, en l'adoptant, on ne tient pas compte de l'existant, donc vous pouvez commettre des dégâts vraiment incommensurables. Très bien. Alors, si on parle d'interprétation aussi, lorsque, par exemple, l'administration a une interprétation sur un sujet donné, une position donnée, si elle doit changer de position, quelle attitude doit-elle tenir, avoir par rapport aux usagers? Bon, et si maintenant, surtout en matière fiscale, quand l'administration donne une interprétation de texte, le contribuable est obligé de suivre l'interprétation de l'administration. Puisque, comme nous parlons de doctrine, la doctrine administrative est une doctrine beaucoup plus organique. Parce qu'il y a deux grandes catégories, l'espèce distingue deux grandes catégories de doctrines. Il y a ce qu'on appelle la doctrine académique. Par exemple, quand vous avez écrit ce fameux ouvrage sur l'administration fiscale et le contentieux de l'impôt, vous faites une œuvre académique. Donc vous êtes un doctrinaire qui est, disons, académique. Un travail digne d'un universitaire. Ça, on appelle ça doctrine académique. C'est-à-dire, ce sont les professionnels, comme moi, comme tous les gens qui émettent, qui expriment leur opinion, qui expriment leur opinion, qui font des critiques, d'accord, sur une matière bien déterminée. On appelle ça doctrine académique. Maintenant, l'autre doctrine s'appelle doctrine organique. La doctrine organique, on en parle lorsque l'interprétation d'un texte de loi, par exemple, sous forme d'ouvrage juridique, cette interprétation est faite par exemple, les juges eux-mêmes, par l'administration elle-même. Donc, quand c'est l'administration elle-même, puisque c'est l'administration qui est toujours, alors l'administration au sens général du terme, c'est au sens large, hein, c'est l'administration elle-même qui adopte le texte. D'accord, mis à part la procédure adoptée, mais c'est l'administration, puisque le texte qui provenait de l'État. Maintenant, si c'est l'administration qui est l'auteur du texte, et que c'est cette même administration qui va l'interpréter, à ce moment-là, on parle de doctrine organique. Vous comprenez? Maintenant, si l'administration interprète un texte de telle manière, surtout en matière fiscale, cette interprétation est opposable au justiciable, au redevable. Et maintenant, l'administration fiscale doit appliquer les textes à la lumière de son interprétation. Si maintenant l'administration fait une application du texte autre
allant, par exemple, à l'encontre de sa doctrine et de son interprétation, le justicier, ça va donner lieu à un recours. Puisque le justicier va vous dire, ah, l'administration, vous m'avez dit, voici une circulaire par exemple, vous avez interprété tel texte de telle manière. Maintenant, je me conforme à votre doctrine, à votre interprétation. À ce moment-là, vous ne pouvez pas faire une autre interprétation pour m'imposer, pour appliquer le texte à moi. Donc cela signifie l'interprétation d'un texte fait par l'administration s'impose à l'administration elle-même et s'oppose aux contribuables. Donc là, il faut qu'il y ait une sorte de symétrie. Une sorte de symétrie. J'entends par là, l'administration a fait une interprétation, eh bien, elle va appliquer le texte à la lumière de son interprétation. Et le redevable, le justiciable, est obligé de se comporter suivant l'interprétation textuelle faite par l'administration. Cela signifie, là, il y a symétrie. Et s'il y a symétrie, l'administration ne peut pas appliquer un texte et que par cette application ne correspond pas à l'interprétation que l'administration elle-même avait faite antérieurement. Oui, mais l'administration peut aussi changer de position sur une question. Ah oui, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une procédure aussi. Oui, on a dit que, par exemple, en matière de loi, par exemple, quand l'administration, l'État estime qu'un texte de loi n'est plus d'usage, puisque... Non, sans passer là, non. C'est-à-dire, le même texte de loi qui est interprété différemment. Oui. À un temps, T1, c'était interprété de manière là, voilà. T2 différemment. Donc, il faut quand même l'information aux usagers, de façon à ce qu'ils puissent savoir que ce même texte est aujourd'hui à interpréter différemment. C'est ça. Donc il faut l'information. C'est ça. Donc il faut l'information, c'est la raison pour laquelle l'administration est obligée de communiquer, d'adopter des instructions, d'adopter des circulaires pour tenir les contribuables et les justiciables informés de tout revirement, de toute interprétation différente que l'administration a fait des textes. Donc, en pareil cas, maître de douture, est-ce que la nouvelle interprétation peut avoir effet rétroactif? Et on a dit qu'il y a un principe fondamental qui caractérise notre système juridique, c'est que la rétroactivité n'est pas admise. Très bien. Donc, si l'administration, donc cela signifie, on interprète la loi pour l'avenir. Très bien. On ne peut pas faire une interprétation à effet rétroactif. Maintenant, il y a un problème. Si l'administration a estimé, d'accord, qu'une nouvelle interprétation s'avère opportune, s'avère importante, cela signifie, notre gros bon sens nous dit qu'elle élimine la première. Donc, comment comprendre que l'administration fait une nouvelle interprétation d'un texte tout en voulant appliquer l'ancienne interprétation, l'interprétation antérieure? Ça, c'est un non-sens. Cela veut dire que si l'administration, par rapport à un texte de loi, fait une nouvelle interprétation, donc le texte de loi faisant l'objet de cette nouvelle interprétation sera appliqué selon la nouvelle interprétation faite par l'administration, et c'est logique. Moyennant information. Moyennant que la population, que les citoyens, surtout les personnes concernées, soient tenus au courant de cette nouvelle interprétation faite par l'administration. Très bien. Maître Loture, nous parlons d'interprétation texte de loi, vous parlez de hiérarchie des normes, vous avez parlé des accords, des traités. Maintenant, les traités auraient dû faire l'objet d'une grande diffusion, puisque quelque part, ils influencent le droit interne et par conséquent l'interprétation de nos lois, de nos normes. Donc, oui. Est-ce que, selon vous, il y a suffisamment de diffusion des accords, des traités, pour que les usagers puissent être au courant? Pour ne pas répéter l'autre, des fois, on dit que nous sommes à l'oral. Nous sommes à l'oral. Fort souvent, il y a des traités qui sont signés et que ça fait l'objet d'une diffusion. Mais des fois, il faut être intéressé. Des fois, il faut être intéressé. Ce sont les intéressés qui savent, par exemple. Surtout, par exemple, les traités internationaux, les accords internationaux.
sont publiés au journal Le Moniteur. Maintenant, c'est public. Mais vous pouvez compter maintenant, est-ce que les gens là qui ont un abonnement au journal, qui ont un abonnement du journal Le Moniteur, est-ce qu'ils sont nombreux? Et des fois, même pour les professionnels du droit, des fois il y a des textes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le fameux numéro extraordinaire. Quand, par exemple, le texte qui est sorti au journal Le Moniteur est intitulé numéro extraordinaire, donc les exemplaires sont réduits. Vous n'êtes pas au courant. Et c'est un grave problème, puisque ça crée à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler une imprévisibilité juridique. Et quand le citoyen n'est pas au courant du texte de loi, on va l'appliquer contre lui, eh bien, le citoyen se trouve dans une sorte d'insécurité juridique. Donc, c'est la raison pour laquelle la loi doit faire, surtout les traités internationaux, doivent faire l'objet d'une large diffusion. Mais, normalement, quand, par exemple, on voulait savoir comment les traités, l'existence on voulait savoir quels sont les traités qui ont été ratifiés par la République d'Haïti, d'accord? Puisque c'est important, parce que je vous dis que ces traités, une fois ratifiés, font corps aux droits internes et abrogent les lois. Les lois qui ont été votées par le Parlement. Cela voudrait dire quoi? C'est que les traités ont une autorité supérieure à la loi. D'accord? À la loi. Et donc, c'est la raison, bien que fort souvent, c'est peut-être une culture que l'on doit cultiver en Haïti. Et surtout, j'en fais appel aux professionnels du droit. Apprenez l'habitude d'évoquer des textes de loi, des traités internationaux. Par exemple, il y a des matières, et on a des lois, bon, si nous prenons par exemple le domaine de la corruption, on a des lois au plan interne qui traitent le domaine de la corruption. Et je crois que la dernière en date, c'est une loi qui a été adoptée en mai 2014 sur la prévention et la répression de la corruption. Mais en 1997 et en 2002, Haïti a ratifié des décrets sur la corruption. Maintenant, quand par exemple vous traitez une question concernant relative à la corruption, eh bien, il y a des textes internationaux qui sont là. Très bien. Donc vous pouvez quand même évoquer par devant les instances nécessaires et les textes de loi internes et les textes de loi internationaux. Maître Dieu, le Parlement dans tout ça, puisque la loi est soumise, le gouvernement est soumis aussi au Parlement. Le Parlement est un acteur, pas vrai? Même si nous sommes à la fin de l'émission, mais il faut retenir de toute façon que le Parlement a son pouvoir d'interprétation du texte de loi, puisque quelque part, il y a eu des débats avant d'arriver au vote de la loi. Oui, quand même, et maintenant vous entrez d'emblée de ce qu'on appelle la procédure d'adoption d'un accord bien d'un traité international. C'est ça. Ça doit passer inévitablement par le Parlement. Autrement dit, le traité, par exemple, une fois adopté, ça doit recevoir la bénédiction sous forme de ratification du Parlement. D'accord? Maintenant, il y a un débat là actuellement. Par exemple, en ce qui a trait au déploiement de la mini-juste en Haïti, donc il faut, des fois il y a des gens qui s'en plaignent de ce que cet accord-là, ordonnant le déploiement de cette mission, n'est pas encore ratifié par le Parlement. C'est tout à fait correct, parce que le Parlement, si vous voulez, sur tout ce qui est d'intérêt général, représente, symbolise les yeux de la nation, puisque ces grands messieurs représentent la nation. Donc c'est tout à fait normal. Tout ce qui concerne l'avenir du pays, et sur le plan interne et sur le plan externe, tout naturellement, et selon les dispositions de la Constitution, doit recevoir la bénédiction, la ratification du Parlement. Tout fait. Eh bien, ainsi prend fin la 354e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, Op Magazine. Émission qui a eu pour thème de l'interprétation des textes de loi. Quelle limite? Notre invité, Maître Napoléon Louture, à qui nous disons un grand merci. Les lois doivent être interprétées, mais il y a le recours qui est une garantie à la saine distribution de la justice pour tous.
Nous disons merci à vous tous et à Maître Clôture. À bientôt.